Le topo d'aujourd'hui va vouloir essayer de vous décrire de façon assez simple les conséquences et en fait les éléments qui sont sous-jacents à cette crise sanitaire. Dans le premier exposé, nous avons vu qu'il y avait une superposition de 4 crises. Une crise sanitaire, bien entendu, une crise sociale, politique et écologique. À ces 4 crises qui se superposent, qui ne sont pas apparues simultanément, mais qui là, du coup, s'entrechoquent de façon violente, nous avons donc une épidémie qui est devenue, au fil et à mesure du temps, une pandémie, c'est-à-dire une épidémie sur plusieurs continents. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est global, qui englobe l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes près de 3 milliards à être confinés à degrés divers, avec des conditions évidemment inégales, mais aussi, nous avons, en plus de ce confinement, une transformation, et nous l'avions un peu désigné comme ça lors du premier exposé, un basculement du monde. Alors, ces mots sont un petit peu effrayants. Basculement du monde, ça peut vouloir dire énormément de choses, mais en fait, c'est surtout que nous avons un renversement de l'ensemble des perspectives en fait, qui organisent en fait la société. Ce que nous entendons par là, c'est qu'en fait, nous avons quelque chose qui, au niveau de la crise économique, n'apparaît pas comme quelque chose de naturel. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez une crise, et cette crise, en fait, elle ne survient pas de la façon dont finalement les économistes l'attendaient. Les économistes attendaient une crise avec une explosion de la bulle financière, de la spéculation en général. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous avons un mécanisme totalement nouveau, puisqu'en fait, l'interaction de la société humaine sur l'ensemble des écosystèmes a révélé et a amplifié quelque chose de nouveau par son ampleur et par sa vitesse de propagation, à savoir cette pandémie. Cette grippe, ce n'est pas la première épidémie dans l'histoire de l'humanité, elle a suivi tous les circuits du capital. Et en fait, elle s'est répandue à une échelle extrêmement rapide. Et aujourd'hui, nous avons donc une insulte en fait qui est faite à l'ensemble, comment dire, des sacro-saintes frontières. Nous avons, comment dire, une insulte, comment dire, au pouvoir politique en général. Nous avons un phénomène, une anomalie politique, une anomalie biologique qui en fait vient perturber l'ensemble des mécanismes. Du coup, nous, ce qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être essentiellement les sous-bassements en fait et les répercussions de ce choc. Et pour cela, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour essayer de voir comment s'est mise en place un peu cette tragédie, parce qu'on peut parler vraiment d'une tragédie, mais cette tragédie, elle était attendue. Et c'est peut-être là une des plus grandes surprises. Donc, on va procéder en 3 mouvements. Tout d'abord, on va essayer de décrire un peu ce phénomène et essayer de voir quelles sont les répercussions et la quantification économique, en fait, de ces répercussions. Voir un peu après, dans un deuxième temps, ce que représente, en fait, le développement de cette crise dans le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui et ses conséquences sociales. Et dans un troisième point, nous allons essayer de dépasser ces discussions purement économiques pour aborder en fait des conséquences politiques qui sont de plus en plus manifestes, y compris dans la vie de tous les jours et dans ce qu'on appelle l'organisation du travail. Tout d'abord, l'apparition de cette épidémie, elle est particulièrement violente. Elle a été totalement sous-estimée et pourtant les signes avant-coureurs avaient été lancés. Au cours du premier trimestre 2018, s'est tenue une réunion à Genève de l'Organisation mondiale de la santé au cours d'un colloque qui s'est déroulé sur plusieurs semestres jusqu'à ses conclusions en 2019, qui signalait une hypothèse, à savoir de ce qu'ils appelaient la maladie X. Cette maladie X était un cas d'école d'imaginer en fait les répercussions internationales de la propagation d'une maladie avec un certain nombre de facteurs qui étaient déjà connus, soit à partir d'un certain type de fièvre, d'un certain type de grippe. Et en fait, on a eu la confirmation malheureusement de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'y a eu absolument aucune surprise pour les spécialistes qui s'occupent de l'épidémiologie, c'est-à-dire les gens qui étudient la propagation, la diffusion de ces maladies et de ces mécanismes, et notamment évidemment des réponses sanitaires qu'il faut lui apporter. Donc, pourquoi pas de surprise? Eh bien, tout d'abord, il faut, et pour les gens qui voudraient un peu creuser la question, il y a un certain nombre de textes, notamment sur l'émergence de ce mécanisme et de cette pandémie en Chine.
Et ce texte-là a été écrit d'ailleurs, c'est un paradoxe, par des militants révolutionnaires chinois le 6 février 2020 de cette année, qui s'appelle Lutte de classe et microbiologie en Chine, et qui explique de façon extrêmement précise, ce texte accessible en anglais et en français, les mécanismes de propagation. Vous avez une concentration industrielle, une agroconcentration des mécanismes de production d'aliments, une mixité, une déforestation, et avec un ensemble de mégalopoles qui se construisent, vous avez en fait une incubation de facteurs qui vont produire en fait le déclenchement d'une souche un peu particulière qui va pouvoir se recombiner et qui va pouvoir s'infiltrer dans l'ensemble des mécanismes économiques, et notamment par le transport, évidemment, la circulation des hommes et des marchandises. Donc, les gens étaient au courant, les autorités politiques étaient au courant de la possibilité de cette expansion et, comment dire, de ce Covid-19. Par contre, ils l'ont totalement sous-estimé. Non pas qu'ils n'avaient absolument pas le sens de l'anticipation, mais en fait, ils l'ont jugé comme un risque raisonnable. Et en fait, là, on a déjà le début d'une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un risque raisonnable. Évidemment, nous n'avons pas du tout la même notion, que l'on soit évidemment grand patron du multinational, grand chef d'État, ou alors simplement simple travailleur ou paysan pauvre. Du coup, l'apparition de ce codiv, en fait, et c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, concentre, si on voit un petit peu aujourd'hui les conséquences, l'ensemble des peurs de la bourgeoisie, et notamment la bourgeoisie américaine, qui est celle qui donne le ton. Reprenez simplement, en fait, juste l'histoire en fait, de ce nom et de ce virus. Ce virus naît en Chine, avec lequel les États-Unis sont en guerre commerciale, et s'appelle coronavirus, comme le nom d'une bière mexicaine, en fait. Et donc, il concentre l'ensemble des angoisses d'un président comme Donald Trump. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a juste, en fait, l'apparition d'une anomalie, d'un choc sanitaire qu'il n'avait pas prévu, mais que tout le monde avait envisagé. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ces éléments-là, qui sont intéressants à discuter sur justement l'origine de ce virus et ses liens entre les sociétés humaines et les écosystèmes, qu'on pourrait par ailleurs aborder dans la discussion, il nous faut maintenant aborder les conséquences et qu'est-ce que c'est qu'en fait cette crise. Cette crise, puisqu'il s'agit bel et bien d'une crise, en fait, c'est un terme dont on abuse un peu, mais là c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire en fait un dysfonctionnement du fonctionnement normal du capitalisme. En fait, cette crise, elle a une différence avec la grande crise financière de 2008. En fait, parce que c'est l'introduction de ce virus sur les chaînes de production à l'échelle internationale, et notamment en Chine, qui est donc l'usine du monde. Vous imaginez que la Chine produit quasiment 40% en fait des appareillages, comment dire, des outils industriels ou de transformation mécanique, et importe 30% de la matière, des matières premières du monde. Donc en fait, vous avez une concentration qui est énorme. En fait, c'est vraiment l'usine du monde. Et en fait, en bloquant la production, c'est pas simplement bloquer la production chinoise, c'était un peu le pari de pas mal de bourgeoisies européennes. En fait, c'est l'ensemble des mécanismes en fait qui s'est arrêté. Et donc, le caractère inédit de cette crise, c'est que c'est à la production, en fait, qu'on s'est d'abord attaché et non pas à des mécanismes de spéculation. Évidemment, on n'en est pas resté là. Et il fallait prendre des mesures autoritaires, c'est ce qu'a fait la Chine, pour empêcher la diffusion de cette crise-là, cette crise sanitaire, et ça a été le début du confinement. Évidemment, dans son expression la plus dure, donc c'est pour l'État totalitaire chinois, des expressions beaucoup plus douces, et là, on commence à avoir un certain nombre de difficultés, et donc des différences avec la crise de 2008. Première différence, d'abord, ce n'est pas le mécanisme financier qui est touché, c'est le mécanisme de production qui est arrêté. Deuxième différence, contrairement à 2008, il n'y a pas de politique à ce jour de concertation, de collaboration entre les bourgeoisies. En fait, vous avez juste une rivalité qui est totalement illustrée par la gestion sanitaire de la crise de la grippe. Vous avez un confinement strict, un confinement totalement absent, des mesures mixtes, etc. Chaque État fait ce qu'il veut. Et y compris, on a vu des mécanismes de prédation, de vol entre États, des choses qui n'étaient jamais vues. Vous avez sans doute en tête le vol des masques qui étaient destinés à l'Italie, qui ont été volés en partie pendant quelques temps par le gouvernement tchèque, qui a prétendu que c'était la mafia tchèque. Et évidemment, on sait très bien que ça ne s'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et donc de détournement, y compris d'achat, de masques, par exemple, français, qui avaient été achetés et que les Américains ont racheté aux producteurs chinois encore plus cher. Et finalement, c'est le marché américain qui l'a emporté. Donc, une compétition qui est extrêmement forte. Donc, deuxième différence,
pas de mécanisme de coopération ou de collaboration. Troisième différence qui est essentielle, c'est qu'en fait, vous avez un effondrement extrêmement fort et extrêmement rapide des bourses. Et du coup, il faut l'illustrer par des chiffres qui sont totalement cauchemardesques. Sur l'ensemble des bourses, c'est-à-dire les endroits où se fait la spéculation et l'achat par action des entreprises les plus importantes de l'économie mondiale, vous avez sur l'ensemble du globe une baisse pour le premier trimestre entre 25 et 50% de la valeur des actions. La bourse de Paris a perdu l'équivalent de quasiment 450 milliards d'euros en capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire des choses qui sont absolument extraordinaires, quoi. Par exemple, entre le 19 février et le 18 mars, la bourse de Paris a perdu 39% de sa valeur. Elle a repris après, mais c'est un chiffre qui est exceptionnel et qui est absolument sans équivalent. Des grands groupes internationaux, de stature internationale, comme Renault, Peugeot, Airbus et Safran, ont perdu énormément. Renault a perdu 58% de sa valeur, 43% pour Peugeot, 55% pour Airbus, 42% pour Safran. Un autre type d'index et d'indice économique qui est nécessaire pour comprendre, parce que le coût des actions, c'est une chose, par exemple, il y a un grand écart entre ce que coûtent ces actions et la valeur réelle qui est produite, mais vous avez un indice qui est un peu technique, mais simplement pour vous donner une indication, ça s'appelle le PMI, le Purchasing Manager Index, qui mesure en fait la capacité des managers à décider et anticiper les achats. Ça permet, cet indice, de mesurer en fait ce qu'on peut appeler la confiance et surtout la disponibilité des dirigeants d'entreprise à entreprendre, à développer. Et en fait, cet indice n'a jamais été aussi bas depuis l'histoire en fait de la création de cet indice, il y a plus de 40 ans. Donc, ce sont des mécanismes qui sont extrêmement forts et qui commencent à avoir des conséquences qui sont absolument gigantesques. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce qui va se passer en France, vous devez vous imaginer l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays comparables, notamment l'Italie du Nord, avec la France, pour ce qui est de la crise sanitaire que nous avons abordée dans le premier exposé. Et si vous voulez comprendre quel va être le choc économique qui va arriver aujourd'hui, donc dans les semaines qui viennent en France, c'est en regardant l'économie américaine. Et là, du coup, nous avons des choses aussi qui sont totalement inédites et extraordinaires. Il y a 2 semaines, le Bureau du travail américain avait recensé une augmentation en une semaine de 3 millions, 3,6 exactement, millions de chômeurs supplémentaires en une semaine. La semaine suivante, c'est-à-dire cette semaine, 6,4 millions, c'est-à-dire près du double. En 2 semaines, nous avons donc 10 millions de chômeurs supplémentaires déclarés donc au Bureau du sens du travail aux États-Unis. C'est absolument énorme. C'est tellement énorme en fait que, y compris des bureaux, et là je ne parle pas d'institutions gauchistes, je parle justement de la Banque fédérale qui a plusieurs annexes puisque les États-Unis c'est un État fédéral, la Banque fédérale de Saint-Louis, donc, qui elle est spécialisée dans tout le travail de modélisation du chômage, en fait, elle a des prévisions absolument catastrophiques parce qu'elle évalue les possibilités de destruction de chômage et de boulot à des taux absolument énormes. En fait, il y a aujourd'hui la conjecture qui est la plus utilisée aujourd'hui par les économistes américains depuis 4-5 jours, c'est donc un taux de 32% de chômage, vous avez bien entendu, 32% de chômage, et quelque chose qui va, selon les indices, entre 20 et 42 millions d'emplois détruits pour les États-Unis. Ces emplois sont essentiellement concentrés dans la restauration, dans les loisirs, dans un certain nombre d'activités périphériques, d'auto-entrepreneurs, etc. Mais de plus en plus, ces chiffres sont corrigés parce que nous avons des faillites au niveau de petites entreprises, de toute une série de sous-traitants pour les grands producteurs industriels. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise qui est en train de survenir, ce n'est pas simplement l'arrêt de la production, donc à l'échelle du monde qui a commencé en Chine, ce n'est pas les conséquences aux États-Unis, mais c'est l'ensemble du système qui est questionné. Et toute une série de petites et de moyennes entreprises américaines qui vivaient en fait d'investissements avec des taux extrêmement bas qui étaient donnés par les banques, en fait vivaient artificiellement puisque l'argent n'était pas cher du tout. Et y compris, dans certains cas, on avait des aberrations comme par exemple des taux négatifs. Donc, quand vous empruntiez de l'argent, à un certain niveau, vous en gagnez.
Bien évidemment, du coup, après, il n'est pas trop difficile de faire des affaires, dans une certaine mesure, évidemment, puisqu'aujourd'hui, il y a un rattrapage, et ce rattrapage-là est absolument fatal. C'est l'ensemble du petit tissu industriel et absolument décisif sur l'ensemble des États-Unis qui aujourd'hui est remis en question. Donc, en fait, un choc qui est terrible. Mais ce choc-là ne se cantonne pas aux États-Unis. L'Espagne a perdu 800 000 emplois en un mois. Et aujourd'hui, en France, plus près de nous, il y a des amortisseurs sociaux qui font que le gouvernement Macron aujourd'hui essaye de négocier pour que finalement cette explosion et cette misère qui va apparaître soit le plus décalée possible. Mais nous avons aujourd'hui, par une citation d'un article du Monde, 4 millions d'emplois donc, qui sont menacés avec des gens qui se retrouvent en chômage technique, avec y compris de très grandes entreprises qui n'arrivent pas à fournir, comment dire, du travail pour leurs travailleurs, avec évidemment beaucoup de contradictions. Évidemment, l'automobile est en première ligne, puisque c'est la plus visible. 70% de baisse, évidemment, de la consommation d'automobile, ce qui est un peu évident. Et avec des contradictions, où on voit que le prix des gens, finalement, ne coûte pas grand-chose, puisque finalement, on se retrouve avec des gens qui nous disent, je parle évidemment de nos gouvernants, que c'est une épidémie qui nécessite à ce que l'on reste chez soi, mais on envoie en première ligne, évidemment, qui? Les travailleurs pour produire des choses. Produire des voitures aujourd'hui, alors personne ne va en acheter. Pourquoi? Les syndicalistes révolutionnaires qui militent à Citroën l'ont dit assez clairement, d'ailleurs, avec un communiqué de presse qui a été publié ce matin, et qui dit très clairement la chose en disant Tavares, donc, qui est le PDG de cette entreprise, ne veut faire qu'une seule chose, c'est accumuler des stocks pour qu'une fois le confinement terminé, inonder le marché pour pouvoir faire un effet de rattrapage, quitte à sacrifier les travailleurs et leur santé, évidemment, avec des profits absolument conséquents. Donc la phrase que nous citons en permanence et tout le temps sur, comment dire, nos vies avant leurs profits, eh bien en fait, elle est absolument nécessaire aujourd'hui, pas simplement parce que c'est une revendication politique révolutionnaire, mais parce qu'aujourd'hui, il y va même de la survie de la force de travail, de la survie des travailleurs. Et à ce titre-là, cette crise économique, elle montre beaucoup de choses. Une des choses peut-être les plus importantes, nous avons tous vu ces gestes de solidarité à l'égard de personnels soignants qui expriment une grande générosité. Elle montre aussi un visage nouveau de la classe ouvrière et du prolétariat, comme disait Marx, à savoir de tous ces gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Et un prolétariat qui est en première ligne et qui est essentiellement féminin, qui est essentiellement, comment dire, fait de petits boulots parcellaires, issus à la fois de l'immigration, à la fois, comment dire, de toute une partie de secteurs qu'on ne voit en fait en général jamais. Des gens qui s'occupent de tâches pourtant essentielles, qui vont par exemple du fait de s'occuper des enfants, de tout l'encadrement périscolaire, des assistantes sociales, évidemment des infirmières, des personnels soignants, mais aussi des postiers, des livreurs et toute une série d'activités qui, à l'échelle du monde, en fait, sont essentielles et nous montrent, comment dire, que ces gens-là, aujourd'hui, sont sacrifiés. Alors, cette crise économique, puisque c'est ça, en fait, qui est en train de se préparer derrière nous, en fait, elle va nécessiter un certain nombre de questionnements de notre part. Tout d'abord, en fait, il y a dans les discussions que nous avons pu avoir des réactions extrêmement diverses par rapport à cette crise-là. Disons qu'en fait, nous avons trois discussions qui chevauchent. Tout d'abord, quels sont un peu les mécanismes de cette crise? Donc du coup, une crise financière, une crise qui n'est pas une crise de surproduction classique, c'est une crise où en fait la machine s'arrête. On pourrait presque l'assimiler à presque un coma. En fait, on met en coma, comme ça arrive en médecine, prenons et continuons sur cette analogie, on met en coma le corps économique pour pouvoir préserver ses fonctions vitales. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, avec un coût social qui va être absolument énorme. Le Bureau international du travail, il y a 15 jours, a sorti une étude où ils évaluent au bas mot, en fait, à 25 millions, le nombre de pertes d'emploi à l'échelle du monde. Alors, vous voyez bien que les États-Unis sont en train de faire péter les scores. Vraisemblablement, ce chiffre, il va y avoir des correctifs, il va être bien plus important. L'autre aspect qui est un peu en question dans cette crise, c'est évidemment le fait que c'est aussi une réorganisation de l'ensemble des forces sociales et politiques qui aujourd'hui font vivre ce capitalisme. J'en veux pour preuve, en fait, la rivalité extrêmement importante entre les forces, comment dire, qui articulent tous les mécanismes de production. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, vous avez la Chine qui produit. Vous avez des forces politiques qui investissent en Chine, etc., donc essentiellement de pays occidentaux, mais pas seulement.
l'ensemble en fait, de cette configuration, de toute cette chaîne de valeur en fait, qui produisent comment dire, du capital en exploitant des travailleurs à l'échelle du monde, en délocalisant ici pour payer moins cher là-bas, des mécanismes qui sont bien connus. En fait, l'ensemble de ce flux en fait, est aujourd'hui cassé. Et aujourd'hui, on voit une exacerbation des rivalités qui étaient déjà pourtant en train de se préparer entre ces grandes puissances. Nous avons eu déjà un avant-goût de ça, avant cette crise en fait. Parce que finalement, nous avions un système financier et un système économique qui étaient fragiles. Nous avions la rivalité, par exemple, sur les cours du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite. Cette rivalité, en fait, elle n'était pas simplement d'opposition entre ces deux puissances qui essaient d'avoir un rôle au Moyen-Orient. En fait, il y avait un troisième partenaire qui était les États-Unis, qui quelque part était au centre du conflit. En fait, aujourd'hui, lorsque vous essayez d'extraire du pétrole, il est rentable à partir de 50 euros le baril. Quand je dis rentable, c'est pas pour tout le monde en fait. C'est essentiellement pour en fait toutes les productions de pétrole particulier qui nécessitent des transformations, notamment tous les pétroles issus, comment dire, de goudron bitumeux par exemple pour le Canada et pour les États-Unis. En dessous de ce prix, l'extraction de ce pétrole n'est pas rentable. Et en fait, la guerre de la Russie, elle existait aussi pour mettre en difficulté les États-Unis. Les États-Unis faisaient la même avec le Venezuela. Le pétrole vénézuélien contient du soufre et il est nécessaire de le, comment dire, de le transformer et ça nécessite des coûts supplémentaires que le Venezuela ne peut pas assumer. Bref, cette petite querelle géopolitique était déjà un peu là et aujourd'hui, elle va avoir des conséquences qui sont énormes en fait. Parce que de fait, regardez un petit peu simplement l'Union européenne. Elle est incapable aujourd'hui de coordonner une politique de défense sanitaire, même à l'échelle du continent, de ce qu'on appelle l'Union européenne. Il n'y a absolument aucune mesure commune pour assurer une coordination. Il y a des échanges, bien sûr, on peut faire voyager des malades et c'est très bien pour pouvoir bénéficier de soins meilleurs. Et ça ne fait ressortir qu'une seule chose, à savoir un encadrement sanitaire qui est différent selon les pays européens. Il n'est qu'à voir le nombre de morts et la différence à pays comparables entre l'Allemagne et la France, par exemple, pour prendre que ces deux cas qui nous semblent les plus familiers. L'autre point qui est essentiel à voir, donc en plus des deux que je viens de citer sur la question de cette crise-là, c'est en fait la désorganisation de rapports politiques. Et j'en veux pour preuve un article de la Tribune édité le 1er avril qui cite un rapport confidentiel, qui évidemment est tombé aux mains des journalistes, d'un centre de prospective de recherche et stratégie du Quai d'Orsay, à savoir donc le ministère qui s'occupe des Affaires étrangères. Ce rapport, pourquoi je parle de ça en plein milieu de crise, etc., en fait, c'est un rapport extrêmement alarmiste et assez éclairant sur l'Afrique. En fait, le gouvernement français envisage une crise sanitaire absolument catastrophique pour l'Afrique, avec des conséquences gigantesques, et y compris avec la contestation des pouvoirs en place, à savoir les supplétifs aujourd'hui de la politique de la France-Afrique, de l'impérialisme français. Et donc, en fait, ce texte, très clairement, défend l'idée de trouver de nouveaux partenaires, d'essayer de renouveler le personnel politique, pas évidemment pour le bénéfice, comment dire, de la grande majorité de la population de tous ces pays d'Afrique, mais évidemment pour essayer d'avoir de nouveaux laquais qui soient tout à fait disponibles. Et donc, ce document analyse la capacité d'effondrement même d'États, et donc notamment pour toute l'Afrique subsahélienne, avec tous les intérêts français qui sont en jeu, avec Areva, notamment au Niger et au Mali, donc pour tout ce qui est du nucléaire, mais aussi pour des positions stratégiques sur d'autres métaux, et comment dire, y compris sur le plan militaire. Donc, voilà, on part d'un virus, et là on se retrouve à analyser les conséquences de déstabilisation internationale avec le gouvernement français, qui envisage même le renversement par les populations de gouvernements qui lui sont absolument loyaux. Ces exemples-là, en fait, nous montrent aussi que lorsque nous avions abordé dans le premier topo un petit peu la transformation politique, en fait, que cette crise était en train de, comment dire, de transformer à une vitesse grand V, on avait abordé assez rapidement la question des aspects autoritaires, en fait, de l'organisation de la société. Et je terminerai mon exposé là-dedans. Je donne beaucoup d'éléments pour essayer d'ouvrir au maximum plusieurs pistes pour la discussion qui va suivre après. Nous avions abordé évidemment des choses qui parfois vous ont fait sourire. Vous vous souvenez peut-être à un moment, on s'est même tous partagé les vidéos de ces drones, par exemple en Chine, qui engueulaient les passants qui ne respectaient pas le confinement. Il y avait un côté totalement orwellien, 1984. La surprise, du coup, est un peu plus amère lorsqu'on les voit voler à Paris, à Lyon et à Marseille.
Donc là, on se rend compte qu'en fait, les expériences qui sont faites en Chine, elles sont faites pour être transposées ailleurs. La question du flicage numérique de l'ensemble des applications pour pouvoir surveiller en fait nos déplacements, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument répandu et où on va avoir ce genre d'organisation du contrôle social. Ce contrôle social, il n'est pas là pour contrôler les gens, il est là pour anticiper en fait des réactions populaires face au mécontentement qui va forcément surgir d'un effondrement social. Et en fait, toute la discussion qu'on est en train d'avoir et qu'on aimerait avoir avec vous, elle est là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir que l'on sorte de notre zone de confort, qu'on assume l'idée qu'on va vraiment vers un basculement terrible, non pas pour prêcher la catastrophe, ce n'est pas du tout notre propos et nous ne voulons pas, comment dire, vendre de la politique révolutionnaire et être très contents de la situation telle qu'elle se fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en première ligne, nous avons parlé des travailleuses et des travailleurs, mais en première ligne aussi des gens qui résistent. Et je termine sur ce point parce qu'il est très important, parce qu'en fait, l'économie et le politique sont totalement joints. Ce pas des choses qui sont séparées, comme nous expliquent malheureusement tous ces manuels d'école que vous avez parfois lus au lycée. En fait, ces choses sont absolument identiques. Aujourd'hui, nous avons, sur l'ensemble, comment dire, des pays développés et des pays moins développés, une politique systématique de confinement. Elle est bien entendu totalement légitime et elle est nécessaire, puisqu'en fait, c'est cette distanciation sociale qui empêche et qui ralentit en fait la propagation du virus. Mais en fait, comme au football, en fait, on ne gagne pas des matchs simplement en misant sur la défense. Il faut aussi miser sur l'attaque, le dépistage systématique et bien sûr le travail sanitaire qui doit être fait pour traiter les gens qui sont en difficulté. Et là, nous n'avons qu'un seul aspect, une technique médiévale très ancienne, le confinement. Et donc la quarantaine, la quarantina, donc du coup un terme italien, donc issu, comment dire, des méthodes qui étaient nécessaires pour préserver les villes qui étaient touchées par la peste. Donc le capitalisme hyper moderne, en fait, comme seule méthode pour pouvoir empêcher une épidémie, n'a que ces méthodes médiévales de confinement, qui, je le rappelle, sont nécessaires, mais qui ont aussi une autre fonction. Et cette fonction-là, nous devons la discuter. C'est qu'en fait, il y a dans la propagande du gouvernement, parce qu'il s'agit bien de propagande, ce n'est pas simplement de mentir sur des faits. Il le fait tout le temps et on en est tous conscients. Mais c'est surtout qu'elle nous met face à des choix individuels. Si vous regardez bien la propagande du gouvernement, elle consiste essentiellement à centrer sur des gestes individuels et absolument à faire disparaître tout ce qui est collectif. Et ça, c'est la première bagarre que nous devons mener. Et aujourd'hui, des gens luttent contre ça. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens très simples. C'est en Italie des travailleurs issus, comment dire, de petits syndicats ultra minoritaires et parfois même pas syndiqués qui se mettent en grève pour ne pas se retrouver en première ligne en production. Ce sont les travailleurs aujourd'hui en Chine, dont on voit les premières vidéos sur Twitter, affronter la police, à la fois pour demander à être payés pour pouvoir travailler dans leur famille et aussi pour sortir en fait des chaînes de production parce que la maladie, elle continue encore et on parle d'une deuxième vague aujourd'hui en Chine de grippe. C'est aussi une politique de répression, et cette politique de répression sur d'autres continents. Nous avons vu par exemple en Afrique l'intervention au Kenya sur les marchés de pauvres près des bidonvilles, où on voit la police intervenir à coups de gaz lacrymogène pour disperser des marchands, des petits marchands ambulants, etc., avec des dizaines et des dizaines de blessés. C'est un pays qui est intermédiaire, qui n'est ni un pays très très riche, ni un pays très très pauvre. C'est ces puissances intermédiaires, etc., qu'on nous fait miroiter comme peut-être des modèles économiques. Je vais parler de l'Argentine, par exemple. L'Argentine, par exemple, depuis le début du confinement, donc autour du 20 mars, nous avons eu plus de 6000 arrestations de gens qui ne respectaient pas le confinement. Qui sont ces gens qui ne respectent pas le confinement? C'est tous les milieux pauvres du Grand Buenos Aires et des grandes villes pauvres, comment dire, d'Argentine, qui vivent de ce qu'on appelle le secteur informel, de cette économie de petits boulots, de petits moyens, du petit marchand ambulant, etc., qui ne peuvent survivre sans avoir une journée de travail à pouvoir écouler le peu de marchandises et le peu, comment dire, de marge qu'ils peuvent avoir. Ces gens-là, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont strictement rien. Et aujourd'hui, un pays comme l'Argentine est un pays où on a faim. Un pays voisin un peu plus au nord, comme le Brésil aujourd'hui, avec un président qui est une espèce de mythomane, crypto-fasciste, complètement allumé, qui est conseillé par un évangéliste qui pense que la Terre est plate, on dirait vraiment un cauchemar, nie totalement aujourd'hui cette maladie,
et les conséquences de cette maladie. Et aujourd'hui, on le sait à l'avance, avec cette grippe-là, plus les difficultés de toutes ces populations à avoir accès à l'eau potable, il va y avoir une catastrophe. Et qu'est-ce que l'on voit comme résistance? Eh bien, dans les favelas, dans tous ces quartiers populaires, on voit la population s'organiser. On voit même des gangs organiser la population pour respecter la quarantaine, pour empêcher la propagation. C'est-à-dire suppléer au pouvoir du service public et de l'État qui est incapable de le faire et par un choix totalement égoïste et à courte vue, va sacrifier des centaines de milliers de travailleurs et de pauvres. Nous avons eu aussi des exemples au Chili avec des révoltes dans le sud, notamment de toutes ces boîtes et d'entreprises qui font travailler des centaines de milliers de travailleurs autour des usines à saumon, le saumon qu'on adore tous, etc., qui est produit en masse là-bas, de très mauvaise qualité, où les gens bossent dans des conditions absolument infâmes, totalement dégradantes pour l'environnement et pour la condition humaine. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Piñera au Chili? Comme l'ensemble de l'Amérique latine, ils ont décidé que les gens, lorsqu'ils étaient en chômage technique, eh bien, tout simplement, les contrats étaient rompus et les gens n'étaient pas payés. Et ça va provoquer inévitablement des révoltes qui ont déjà commencé. Voilà un panorama général. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans une présentation simplement comme celle-là. C'était juste pour vous montrer sur les implications et sur les enchaînements. À titre de conclusion, nous avons une crise internationale qui était déjà un peu présente. Le virus, en fait, n'a fait qu'accélérer et précipiter quelque chose de totalement inédit en bloquant la production. Ça a provoqué une crise financière qui va sans doute être en partie corrigée, mais qui ne pourra pas être rattrapée. À l'échelle de 1, 2 ou 3 semestres, nous allons affronter une crise à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, posez-vous la question, nous sommes 3 milliards à vivre quelque chose de totalement inédit ensemble, 3 milliards d'individus vivent le confinement, vivent ces conditions-là. 3 milliards d'individus, plus tard, vivront aussi un effondrement pour toute une partie d'entre eux de leurs conditions sociales. Et en tout cas, ce qu'il va falloir préparer, c'est cet après-confinement. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Le retour à la normalité, c'est justement le problème, parce que c'est à cause de cette normalité imposée par les capitalistes qu'on a ces catastrophes. Bien entendu, sous un système socialiste, évidemment, il y aurait eu aussi peut-être des épidémies. Mais le problème, c'est que les conséquences de ces épidémies n'auraient pas été les mêmes. Et aujourd'hui, cet avertissement que nous donne le Covid-19, c'est quelque chose de singulier sur le fait qu'il va falloir absolument mettre un terme à cette organisation totalement folle qui sacrifie la santé à la fois des plus anciens, mais pas seulement, au profit de grands trusts pharmaceutiques, au profit de politiciens à courte vue et totalement incapables. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de prendre nos affaires en main, et même si ça nous semble difficile en temps de confinement, même si nous nous sentons impuissants et isolés, c'est à ça que nous invitons dans cette discussion.